Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Cette société se compose de tout ce qu'il y a de plus distingué parmi ceux de nos hommes qui vont droit en cour d'assises. Ils connaissent le code et ne risquent jamais de se faire appliquer la peine de mort quand ils sont pincés. Colin est leur homme de confiance, leur conseil. À l'aide de ses immenses ressources, cet homme a su se créer une police à lui, des relations fort étendues qui l'enveloppent d'un mystère impénétrable. Quoique depuis un an nous l'ayons entouré d'espions, nous n'avons pas encore pu voir dans son jeu. Sa caisse et ses talents servent donc constamment à solder le vice, à faire les fonds au crime, et entretiennent sur pied une armée de mauvais sujets qui sont dans un perpétuel état de guerre avec la société. Saisir Trompe-la-Mort et s'emparer de sa banque, ce sera couper le mal dans sa racine. Aussi, cette expédition est-elle devenue une affaire d'État et de haute politique, susceptible d'honorer ceux qui coopéreront à sa réussite. Vous-même, monsieur, pourriez être de nouveau employé dans l'administration, devenir secrétaire d'un commissaire de police, fonction qui ne vous empêcherait point de toucher votre pension de retraite. Mais pourquoi, dit mademoiselle Michonneau, Trompe-la-Mort ne s'en va-t-il pas avec la caisse? Oh, fit l'agent, partout où il irait, il serait suivi d'un homme chargé de le tuer, s'il volait le bagne. Puis une caisse ne s'enlève pas aussi facilement qu'on enlève une demoiselle de bonne maison. D'ailleurs, Colin est un gaillard incapable de faire un trait semblable. Il se croirait déshonoré. Monsieur, dit Poiret, vous avez raison, il serait tout à fait déshonoré. Tout cela ne nous dit pas pourquoi vous ne venez pas tout bonnement vous emparer de lui, demanda mademoiselle Michonneau. Eh bien, mademoiselle, je réponds. Mais, lui dit-il à l'oreille, empêchez votre monsieur de m'interrompre, ou nous n'en aurons jamais fini. Il doit avoir beaucoup de fortune pour se faire écouter, ce vieux-là. Trompe-la-Mort, en venant ici, a chaussé la peau d'un honnête homme. Il s'est fait bon bourgeois de Paris. Il s'est logé dans une pension sans apparence. Il est fin, allez. On ne le prendra jamais sans verre. Donc monsieur Vautrin est un homme considéré, qui fait des affaires considérables. Naturellement, se dit Poiret à lui-même. Le ministre, si l'on se trompait en arrêtant un vrai Vautrin, ne veut pas se mettre à dos le commerce de Paris, ni l'opinion publique. Monsieur le préfet de police branle dans le manche, il a des ennemis. S'il y avait erreur, ceux qui veulent sa place profiteraient des clabaudages et des criailleries libérales pour le faire sauter. Il s'agit ici de procéder comme dans l'affaire de Cognard, le faux comte de Sainte-Hélène. Si ça avait été un vrai comte de Sainte-Hélène, nous n'étions pas propres. Aussi faut-il vérifier. Oui, mais vous avez besoin d'une jolie femme, dit vivement mademoiselle Michonneau. Trompe-la-Mort ne se laisserait pas aborder par une femme, dit l'agent. Apprenez un secret. Il n'aime pas les femmes. Mais je ne vois pas alors à quoi je suis bonne pour une semblable vérification, une supposition que je consentirais à faire pour 2000 francs. Rien de plus facile, dit l'inconnu. Je vous remettrai un flacon contenant une dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang qui n'a pas le moindre danger et simule une apoplexie. Cette drogue peut se mêler également au vin et au café. Sur le champ, vous transportez votre homme sur un lit et vous le déshabillez afin de savoir s'il ne se meurt pas. Au moment où vous serez seul, vous lui donnerez une claque sur l'épaule. Paf! Et vous verrez reparaître les lettres. Mais c'est rien du tout, ça, dit Poiret. Eh bien, consentez-vous, dit Gondureau à la vieille fille. Mais mon cher monsieur, dit mademoiselle Michonneau, au cas où il n'y aurait point de lettres, aurais-je les 2000 francs? Non. Quelle sera donc l'indemnité? 500 francs. Faire une chose pareille pour si peu, le mal est le même dans la conscience. Et j'ai ma conscience à calmer, monsieur. Je vous affirme, dit Poiret, que mademoiselle a beaucoup de conscience, outre que c'est une très aimable personne, et bien entendu. Eh bien, reprit mademoiselle Michonneau, donnez-moi 3000 francs si c'est Trompe-la-Mort, et rien si c'est un bourgeois. Ça va, dit Gondureau, mais à condition que l'affaire sera faite demain. Pas encore, mon cher monsieur. J'ai besoin de consulter mon confesseur. Finaude, dit l'agent en se levant. À demain alors.
et si vous étiez pressé de me parler, venez petite rue Sainte-Anne, au bout de la cour de la Sainte-Chapelle. Il n'y a qu'une porte sous la voûte. Demandait M. Gondureau. Bianchon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez original de trompe-la-mort et entendit le ça va du célèbre chef de la police de sûreté. Pourquoi n'en finissez-vous pas? Ce serait 300 francs de rente viagère, dit Poiret à mademoiselle Michonneau. Pourquoi, dit-elle, mais il faut y réfléchir. Si monsieur Vautrin était ce trompe-la-mort, peut-être y aurait-il plus d'avantages à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir, et il serait homme à décamper gratis. Ce serait un puff abominable. Quand il serait prévenu, reprit Poiret, ce monsieur ne nous a-t-il pas dit qu'il était surveillé? Mais vous perdriez tout. D'ailleurs, pensa mademoiselle Michonneau, je ne l'aime point cet homme. Il ne sait me dire que des choses désagréables. Mais, reprit Poiret, vous feriez mieux, ainsi que l'a dit ce monsieur qui me paraît fort bien, outre qu'il est très proprement couvert, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel, quelque vertueux qu'il puisse être. Qui a bu boira. S'il lui prenait la fantaisie de nous assassiner tous, mais que diable, nous serions coupables de ces assassinats, sans compter que nous en serions les premières victimes. La préoccupation de mademoiselle Michonneau ne lui permettait pas d'écouter les phrases tombant une à une de la bouche de Poiret, comme les gouttes d'eau qui suintent à travers le robinet d'une fontaine mal fermée. Quand une fois ce vieillard avait commencé la série de ces phrases et que mademoiselle Michonneau ne l'arrêtait pas, il parlait toujours, à l'instar d'une mécanique montée. Après avoir entamé un premier sujet, il était conduit par ces parenthèses à en traiter de tout opposé, sans avoir rien conclu. En arrivant à la maison Vauquer, il s'était faufilé dans une suite de passages et de citations transitoires, qui l'avaient amené à raconter sa déposition dans l'affaire du sieur Ragoulot et de la dame Morin, où il avait comparu en qualité de témoin à décharge. En entrant, sa compagne ne manqua pas d'apercevoir Eugène de Rastignac, engagé avec mademoiselle Taillefer dans une intime causerie dont l'intérêt était si palpitant que le couple ne fit aucune attention au passage des deux vieux pensionnaires, quand ils traversèrent la salle à manger. Ça devait finir par là, dit mademoiselle Michonneau à Poiret. Il se faisait des yeux à s'arracher l'âme depuis 8 jours. Oui, répondit-il. Aussi fut-elle condamnée. Qui? Madame Morin. Je vous parle de mademoiselle Victorine, dit la Michonneau en entrant sans y faire attention dans la chambre de Poiret. Et vous me répondez par madame Morin. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? De quoi serait donc coupable mademoiselle Victorine? Demanda Poiret. Elle est coupable d'aimer monsieur Eugène de Rastignac, et va de l'avant sans savoir où ça l'amènera, pauvre innocente. Eugène avait été, pendant la matinée, réduit au désespoir par madame de Nuncingen. Dans son fort intérieur, il s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le pied depuis 1 heure en échangeant avec mademoiselle Taillefer les plus douces promesses. Victorine croyait entendre la voix d'un ange. Les cieux s'ouvraient pour elle, la maison Vauquer se parait des teintes fantastiques que les décorateurs donnent au palais de théâtre. Elle aimait, elle était aimée, elle le croyait du moins. Et quelle femme ne l'aurait cru, comme elle, en voyant Rastignac, en l'écoutant durant cette heure dérobée à tous les argus de la maison, en se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal, et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme. Il s'était embelli de son désespoir, et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement et lut dans l'âme des 2 jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie, mais dont il troubla soudain la joie en chantant de sa grosse voix railleuse. Ma Fanchette est charmante dans sa simplicité.
Victorine se sauva, en emportant autant de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie. Pauvre fille. Un serrement de main, sa joue effleurée par les cheveux de Rastignac, une parole dite si près de son oreille qu'elle avait senti la chaleur des lèvres de l'étudiant, la pression de sa taille par un bras tremblant, un baiser pris sur son cou, furent les accordailles de sa passion, que le voisinage de la grosse Sylvie, menaçant d'entrer dans cette radieuse salle à manger, rendirent plus ardentes, plus vives, plus engageantes, que les plus beaux témoignages de dévouement racontés dans les plus célèbres histoires d'amour. Ces menus suffrages, suivant une jolie expression de nos ancêtres, paraissaient être des crimes à une pieuse jeune fille confessée tous les 15 jours. En cette heure, elle avait prodigué plus de trésors d'âme que plus tard, riche et heureuse, elle n'en aurait donné en se livrant tout entière. L'affaire est faite, dit Vautrin à Eugène. Nos deux dandys se sont piochés, tout s'est passé convenablement, affaire d'opinion. Notre pigeon a insulté Montfaucon. À demain, dans la redoute de Clignancourt. À 8h30, mademoiselle Taillefer héritera de l'amour et de la fortune de son père, pendant qu'elle sera là, tranquillement, à se tremper ses mouillettes de pain beurré dans son café. N'est-ce pas drôle à se dire? Ce petit Taillefer est très fort à l'épée. Il est confiant comme un brelan carré, mais il sera saigné par un coup que j'ai inventé, une manière de relever l'épée et de vous piquer le front. Je vous montrerai cette botte-là, car elle est furieusement utile.